Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Transformation chimique consacrée à l'écriture d'une équation de réaction. Alors, avant d'arriver à cette idée que la transformation chimique est une réorganisation des substances de départ pour former de nouvelles substances, il a fallu pas mal de temps. Alors, on commence avec Lavoisier, évidemment, à la fin du XVIIIe siècle, depuis lequel on sait qu'il y a conservation de la masse lors d'une transformation chimique. Voici d'ailleurs l'énoncé original. Vous pouvez faire une pause pour le lire. En 1794, Proust énonce la loi des proportions définies, ce qui veut dire que, pour lui, les substances qui vont réagir le font toujours dans les mêmes proportions. En 1808, Dalton fait une synthèse des deux premiers avec sa théorie atomique, et à ce moment-là, les proportions et la conservation se font désormais au niveau atomique. C'est-à-dire que lors d'une transformation chimique, il y a conservation des atomes, on dit aussi des éléments, et ce sont ces mêmes atomes ou des molécules qui vont réagir toujours dans les mêmes proportions. Alors en 1813, étape suivante, Berzelius remplace les symboles que l'on voit ici proposés par Dalton par des lettres. Donc ils commencent à ressembler à ce qu'on utilise nous, mais il y a encore un peu de différence. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'on va modéliser? Eh bien, première écriture en 1836 par un Français qui s'appelle Thénard. Voilà à quoi ressemble sa première écriture d'équation. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à ce qu'on va écrire nous, si on enlève évidemment le fait que, par exemple, les chiffres ici soient en exposant, alors que nous, maintenant, ils sont en indice. Deuxième exemple avec Cannizzaro en 1858. On se rapproche encore un peu plus de l'écriture actuelle, mais toujours avec les chiffres en exposant au lieu d'indices. Alors, quelques découvertes plus tard, notamment celle de l'électron par Thomson en 1897, ben, on se rend compte que pour une équation, il faut aussi qu'il y ait conservation de la charge. Alors, ce besoin de représenter ce qu'il se passe lors d'une transformation chimique, il a toujours existé. Mais pourquoi? À quoi sert l'équation de réaction? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, d'abord, elle nous renseigne sur les réactifs et les produits. Alors, je rappelle qu'on trouve les réactifs à gauche. Donc les réactifs, c'est ce qui va réagir, comme le nom l'indique, et ils vont disparaître lors de la transformation. Et de l'autre côté, à droite, on retrouve les produits qui vont donc, eux, apparaître lors de la transformation. Ensuite, eh bien, elle doit rendre compte de la conservation des éléments lors de la transformation. Là, si on regarde bien, on voit qu'on a deux sodium ici, c'est ça qu'indique l'indice ici, et on en a deux aussi ici. Deux hydrogènes là et deux hydrogènes là. Chaque élément est conservé. Et enfin, eh bien, elle va nous servir, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, elle va nous donner les proportions dans lesquelles les réactifs vont disparaître et celles dans lesquelles les produits vont être formés. On verra comment on peut l'utiliser dans la vidéo suivante. Alors, maintenant, on va donner quelques exemples que vous devez connaître d'écriture de réaction. On commence toujours par écrire les réactifs à gauche et les produits à droite. Alors, premier exemple, la combustion du carbone dans le dioxygène. On obtient du dioxyde de carbone. Donc, on va écrire le carbone, C, à gauche, plus O2, le dioxygène, va donner une flèche, le dioxyde de carbone, CO2. Ce qu'on peut aussi représenter, pour expliquer dans un premier temps, avec un modèle de molécules. Donc le carbone est une boule noire, l'oxygène une boule rouge. On voit ici évidemment qu'il y a rupture ici du dioxygène pour que le carbone vienne au milieu, hein, ce qu'on disait au début. On voit aussi que on n'a pas grand-chose à faire ici, donc il faudrait, si ce n'était pas le cas, ajuster les nombres qui sont devant ici pour avoir le même nombre d'éléments. On voit qu'ici il y a un carbone à gauche et à droite et deux oxygènes à gauche et à droite. Donc l'équation est déjà ajustée, il n'y a rien à faire. Prenons donc le deuxième exemple, la combustion du méthane dans le dioxygène. On obtient alors du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on commence par écrire à gauche les réactifs, à droite les produits. Ensuite, on va faire en sorte que les éléments soient conservés. On voit ici par exemple qu'à gauche on a 4 hydrogènes et 2 seulement à droite. Alors, on peut représenter ça avec des modèles moléculaires. Donc on reconnaît le modèle de l'eau, celui du dioxyde de carbone, du dioxygène et du méthane. On voit bien qu'il y a 4 boules blanches ici et 2 seulement de ce côté-là. Donc pour la conservation, on va ajuster l'équation et on va être obligé de prendre 2 fois la molécule d'eau. On ne peut pas modifier les molécules, elles sont comme ça depuis la nuit des temps. On va donc prendre 2 fois la molécule d'eau, ce qu'on retrouve ici dans l'équation. Et enfin, on voit qu'on a modifié le nombre d'oxygène, donc il va falloir regarder
et de 4 oxygènes, on va prendre donc ici 2 molécules de dioxygène pour ajuster notre équation. Donc là, elle est parfaitement ajustée, il y a autant de chacun des éléments à gauche et à droite. Alors, on va préciser ce qu'on verra plus tard, hein. Donc, cette équation nous dit que une molécule de méthane va toujours réagir avec 2 molécules de O2. Hein, on retrouve la loi des proportions énoncée par Dalton. Alors, encore un autre exemple, la corrosion du fer par un acide. On obtient du dihydrogène et un ion métallique qui va être évidemment un ion fer ici. Donc voilà comment on écrit, toujours pareil, les réactifs à gauche, les produits à droite. Ici, on se rend compte que la seule façon d'équilibrer, c'est de prendre 2H+ ici. On peut faire la même chose avec la corrosion de l'aluminium par un acide. On obtient toujours du dihydrogène et l'ion métallique correspondant, c'est-à-dire l'ion aluminium. Donc il s'écrit Al3+, donc petite modification. Ici, mettre un 2 pour équilibrer les ions, les éléments H à gauche et à droite ne suffit pas à équilibrer l'équation car on n'a pas équilibre des charges, hein. 2 charges plus ici, 3 charges plus ici. Le seul moyen, c'est de trouver un dénominateur commun à ces deux choses-là, c'est-à-dire ici 6. Donc 6H+, ça va faire 6+, et 2 fois Al3+, qui fait 6+, aussi. Évidemment, le reste n'est plus équilibré, on doit donc prendre 3H2 pour retrouver le bon nombre d'hydrogène, et 2Al pour retrouver le nombre d'aluminium. Donc voilà quelques exemples. Encore un exemple, l'action de l'acide d'un acide sur le calcaire, on obtient des ions calcium, du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on écrit l'équation, le calcaire, carbonate de calcium à gauche, CaCO3, plus un acide qu'on va donc écrire comme depuis le début, H+, les ions calcium, Ca2+, le dioxyde de carbone, pardon, C2O2, et l'eau évidemment H2O. Ici on se rend compte qu'il suffit d'ajouter un 2 devant le H+, pour ajuster l'équation. Dernier exemple, l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium. On obtient de l'eau. Alors l'acide chlorhydrique, en fait, depuis le début, on a un peu escamoté, il s'écrit H+, plus Cl-, et l'hydroxyde de sodium s'écrit HO- plus Na+. Alors on explique justement sur cet exemple pourquoi on a escamoté une partie à chaque fois, notamment ici, les Cl- et les Na+, car on les retrouve de l'autre côté. En général, dans une équation, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va vraiment disparaître et ce qui va apparaître. Et là, on voit bien que ceux-là, ils restent au cours de la transformation. On appelle ça des espèces spectatrices. Je vais les mettre en vert ici. Et donc, en général, on les élimine et on obtient donc une équation un petit peu plus simple qui ne fait apparaître que les réactifs et le produit. Ici, il n'y en a qu'un. Voilà pour les exemples. Je vous remercie. À bientôt.